Ok. En avant, je demande votre patience. Je ne suis pas francophone, donc on essaie bien, mais on ne sait jamais. Si je ne suis pas claire, vous pouvez dire comme ça. Je peux répéter ou peut-être essayer encore. Donc, cette présentation, c'est une partie d'une présentation que j'ai faite pour essayer de convaincre les gens qu'on doit construire un database, je ne sais pas en français, database sur le web pour avoir toutes les informations de résistance contre les antipaludiques mondiales. Parce que les étudiants ont trouvé beaucoup cette semaine. On a partout, par là, on a beaucoup d'informations qui ne sont pas vraiment utilisables parce que c'est tout fragmenté. Et donc, on doit coller toutes les informations et présenter dans une information qu'on peut vraiment utiliser pour voir la situation de votre pays et aussi la région et même le continent. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai préparé celui-ci et j'ai changé juste un peu, mais c'est quand même c'est la même chose. Donc, on espère, bien sûr, que c'est pour assurer le traitement antipaludique, parce que si on n'a pas l'information, on ne peut pas vraiment choisir le drogue qui est bon. Et donc, c'est pour cette raison qu'on fait ça. Ok, ça c'est pas vraiment les nouvelles, hein. Mais on a mondialement, on a vu que malaria a chuté, mais ça a descendu en Afrique et après septembre, ça a changé et augmenté encore. Pourquoi? Ça, c'est beaucoup plus quantitatif de Bob Snow, Jean-François Trapp, Kevin Marsh. Ça, c'est la mortalité toute raison. C'est approximatif, comme vous pouvez imaginer, mais quand même, à cause de vaccination et toutes les autres choses, on a fait quelque chose. Mais, point de vue de paludisme, ah, oui, donc, point de vue de paludisme, c'était la même chose. On a descendu et après augmenté et vous pouvez imaginer, après 95, c'était peut-être comme ça, c'est difficile à dire, mais ça n'a pas descendu. Et, oui, comme ça. Et pour cette raison, si on fait la comparaison, on dit, ok, on doit faire quelque chose. Donc, tout le monde, ici, tout le monde est bien connu, hein. On a le problème de chloroquine, sulfadoxine, pyrimethamine, et aussi mercapine, c'est en Asie. Ici, on a les petits problèmes, mais c'est pas utilisé beaucoup, donc c'est pas un très grand problème. Mais chloroquine et sulfadoxine, pyrimethamine sont tous les deux chutés vraiment. C'est fait par Pascal Ringwald. C'est très grand reportage. C'est sur le web aussi, on peut voir les résultats. Mais, à cause de beaucoup de problèmes politiques, plus ou moins, on ne peut pas vraiment utiliser, c'est sur le web, mais on ne peut pas avoir les informations directes. C'est toujours le summarize, qu'on dit, résumé. Et donc ça c'est valable, mais c'est pas vraiment utilisable dans le même sens. Et donc Pascal est une partie de cette groupe qui s'intéresse à faire quelque chose qui est vraiment utilisable. Ça c'est très familier, hein. On voit c'est les drogues chloroquine, c'est rouge, le vert c'est sulfadoxine, pyrimethamine, le jaune on ne peut pas voir facilement, mais mercapine c'est plus ou moins là, mais on a les taches ici. Et donc,
Maintenant, c'est pire. Donc, la question, comment on dit vraiment on a la résistance? Et c'est en vivo. Est-ce que quelqu'un qui a reçu la drogue peut être guéri ou non? In vitro, si le parasite est sensible à la drogue et à quel niveau, ça c'est une autre façon pour voir quelque chose. Et même le niveau de biologie moléculaire, si on a les mutations et c'est bien connu qui sont liées avec quelque chose, on peut utiliser celui-là aussi. À la base, on doit aujourd'hui voir le pharmacokinétique parce que si on a donné la drogue, mais ce n'était pas bien absorbé ou métabolisé ou c'était trop métabolisé, donc ce n'était pas vraiment le bon traitement. Donc on a les 4 choses qu'on doit considérer pour voir si on a vraiment la résistance. Comment faire ça? Point de vue des malades, on doit faire quelque chose, on doit donner la drogue et on doit suivre pour 28 jours au moins. Ça c'est difficile, hein? On a les enfants, ils sont venus de 20 kilomètres ou quelque chose. Si on peut vraiment suivre pour 28 jours, c'est pas facile. Quand même, ça c'est maintenant le standard. Et on doit, si on a quelque chose qui a réussi pour toutes les journées, ça c'est adequate clinical parasitological response. En français, aucune idée, mais ça c'est bon, guéri. Mais si on a des choses qui sont réapparaître, non, qui sont connues, après, en 3 jours, c'est early treatment failure, et ça c'est après ou juste au fin, et finalement, les parasites, on n'a pas les effets, on n'a pas la fièvre et tout ça, mais on a les parasites dans le sang. Ça c'est très important et ça c'était ajouté. Pour cette raison qu'on a fait la longueur de 28 jours. Parce que si c'était jusqu'à là, c'est beaucoup plus facile à faire. Pour ajouter ça, comme OMS a dit, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? On a beaucoup de choses qui peuvent changer le résultat. Comme quoi? Si on a le malade et on a donné la drogue, et même si la drogue était bonne, et peut-être ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut suggérer pour raison? Ok, résistance, c'est possible. Y a-t-il d'autres choses? Ok. Immunité, oui. Les autres choses? On a beaucoup de choses, hein, qui peuvent intervenir, on peut dire ça, pour changer le résultat de la clinique, qui n'est pas vrai. C'est peut-être la résistance ou peut-être quelque autre chose. Et donc, j'ai listé, ça c'est partie du système immunitaire et toutes les autres choses de cette sorte. HIV, donc VIH, ça change beaucoup la possibilité. Le VIH fait
le problème avec les drogues et le problème avec la possibilité, ça peut faire le paludisme pire, et au contraire, le paludisme peut faire le virus pire aussi. Et ça, c'est vraiment dangereux, vous pouvez imaginer. Look. Nutritional status, si on est mal nourri, c'est très important. Ça c'est grand. Si on a la drogue qui est plus ou moins court terme, et donc on a beaucoup des paludismes, donc beaucoup de transmission, c'est possible que ce n'était pas le vieil parasite, mais c'était vraiment un autre. Mais pendant 28 ans, on ne sait pas. Et les autres drogues, on peut utiliser, même si on a VIH, on a les autres drogues, beaucoup des interactions, donc chaque des choses peut changer le résultat. Donc, quand même, en 2006, OMS a dit changer encore, et ils ont dit, si on a plus que 15% clinical et parasitological, donc le LPF, on doit changer. Et ça, c'est sérieux. Donc, on doit savoir vraiment si on a le résultat qui est résistant ou quelque autre chose. Ok, donc, la résistance, donc, on a les deux étages. On a la sélection qui est, on suppose, normalement, plus ou moins lente. Mais après, on a les parasites résistants. Ça peut diffuser très très vite. Ça, c'est pour chloroquine. On avait un centre d'Amérique du Sud et peut-être 4 centres en Asie. Mais quand même, diffuser en Inde, etc., et en Afrique, finalement, et c'est comme ça. Et donc, nous devrions voir l'information très, très fine de cette diffusion. Si on a les parasites résistants, on doit les suivre très soigneusement. Donc, après, on a les parasites résistants. Ça prend pas beaucoup de temps à changer de 100% guéri vers moins de 5 ans. Ça, c'est bacloquine, quinine même, sulfadoxine, pyrimethamine et chloroquine. Ça, c'était en Thailand, mais partout, c'était comme ça. On a vu qu'après l'arrivée, on a le problème très vite. Ça, c'est une partie de quelque chose de Charmot et al. Ils ont suivi la première annonce de résistance à chloroquine. Et donc, c'était juste quelque chose qui était publié. Donc, c'est variable comme information et tout ça. Quand même, si on voit les différences, c'est l'année. Et après, j'ai juste coloré. Quelques raisons au Madagascar était le deuxième, mais c'est curieux parce que maintenant c'est pas terrible. On peut voir donc, si on conclut, et c'est évident juste en voyant celui-ci, que c'est les humains qui portent le parasite. Qui ont les parasites résistants, sont bien portés par les gens. Et donc, nous devrions suivre les deux.
Le problème que les reportages à OMS ou les autres est toujours par pays. Et ça c'est bon, mais vous pouvez voir, par exemple, on a la Chine qui est entièrement résistant à chloroquine. Ouais, on n'a pas le paludisme là, etc. C'est la même chose ici. On a le paludisme là, mais voilà. Donc c'est pas très révélable de voir comme ça. Aussi, ça c'est le website de OMS. Ça c'est Cameroun, le pays natal des chrétiens. Et donc c'est bien fait. On voit le pie chart. Le plus noir ou vert noir, le plus résistant. Ça c'est clinical failure. On a là. Mais on peut voir facilement qu'au sud, on a beaucoup de résistance, mais au nord, c'est pas très fréquent. Et donc, ça c'est vraiment le cas, c'est presque toujours le cas. Je suppose que c'est le cas à Madagascar aussi. On a des régions qui sont peut-être très résistantes contre quelque chose et les autres qui sont vraiment sensibles. Normalement, je travaille à Kenya et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. On a des régions qui sont très résistantes à chloroquine, SP, etc. Et les autres qui sont vraiment sensibles, qui restent sensibles. Mais si on n'a pas les grandes quantités des sites qu'on peut surveiller, on ne sait jamais si c'est le pays entier ou quelle partie. Et donc, si on doit faire la décision, si c'est vraiment la résistance, qu'est-ce qu'on doit faire? En principe, c'est plus ou moins simple. On doit voir d'abord si c'était bon, le drogue. Le malade a pris la drogue, c'était bien distribué, etc. Et donc, sinon, c'est pas résistance. Hein. Mais, si ça c'était bon, peut-être c'est résistant, on peut peut-être voir si les parasites sont sensibles en vitro. Si c'est moins sensible que quelques standards, c'est peut-être la résistance. C'est tutatif à ce point. Si c'est vraiment le cas, si on a quelques résistants, on peut peut-être essayer de faire de résistance et on peut faire la biologie moléculaire pour voir les différents points de vue du génome, des gènes, ou peut-être le gène qui est responsable. Et peut-être on peut découvrir les marqueurs. Mais on ne peut pas vraiment faire celui-ci pour chaque malade. Hein. Ça, c'est une grande chose à faire. In vitro, on fait celui-ci, on prend le sang, on lave, et ça c'est pour prendre les globules blanches. Et après, on a le globule rouge, et on peut vraiment ajouter ici, on a 0 et les concentrations augmentées, et chaque peut être une autre ligne, un autre malade. Et après, on a l'incubation, on peut mesurer la croissance, il y a beaucoup de choses à faire ça, et après, on peut voir la sensibilité de chaque ligne. Et en principe, on peut éviter de voir l'immunity, nutrition, les choses qu'on a nommées avant, qui sont entre le parasite et le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très très important. Malheureusement, c'est pas fait très fréquemment parce que ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué, ça prend beaucoup des utiles.
Et donc, c'est rare de faire quelque chose comme ça. Le résultat, c'est comme ici. Toujours, on a les standards. Ça, c'est pour pyrimethamine. Ça, c'est en mutant avec en mutation dans DHFR. Ça, c'est le wild type, le type sauvage. Ça, c'est le en mutation. Ça, c'est deux mutations. Ce sont les deux qui proviennent d'un patient. Et donc, on peut comparer. Ça, c'est le type sauvage en mutation bleue vers deux mutations. Et donc, on peut estimer que peut-être celui-ci a en mutation. C'est plus ou moins la même sensibilité. Et celui-ci, on suppose, a deux mutations. Donc, on doit avoir toujours le standard. Sinon, on ne peut pas vraiment voir le résultat valable. Mais avec le standard, on peut toujours dire, ah oui, c'est plus sensible, c'est moins sensible de type sauvage ou les autres types qui sont bien connus. Donc c'est très valable à voir et on peut voir très soigneusement et très vite si on a les parasites qui sont vraiment résistants. On a, comme vous connaissez bien, les marqueurs de résistance génétique, PFCRT et PFMDR1 pour chloroquine, SP, PFDHFR, DHPS. Dans les deux cas, sont les changements petits parmi, juste dans les gènes, qui fait les changements de acétamine et change de biologie de cette molécule. Pour Mefloquine, c'est apparemment différent. Ça, c'est un molécule qui transporte le drogue. Et apparemment, en Asie en tout cas, si on augmente le nombre des copies, on peut avoir la résistance contre Mefloquine aussi. Donc, on a les deux systèmes qui sont pareils et un autre qui est bien différent. Pour chloroquine, ça c'est quelques parties de l'acétamine, séquence d'acétamine dans le gène. Et on a les positions qui sont différentes. Toutes les choses, celui-ci et celui-là, sont sensibles en vitro. Et tous les autres, et sont d'Amérique du Sud, Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., sont différents dans beaucoup de positions, mais quand même, tous les parasites qui sont résistants partagent celui-ci, et les autres qui sont sensibles ont toujours celui-là. Donc, ça c'est très efficace. On peut utiliser celui-là pour voir très facilement et très vite si un parasite peut porter celui-ci. C'est presque certain qu'on a les autres gènes, par exemple PFMDR1, qui est très important pour chloroquine aussi, et peut-être ici c'est plus important que PFCRT. Mais quand même, on peut utiliser la biologie moléculaire pour voir quelque chose très vite, qui est très valable et très utile. Pour DHFR, ça c'est pour pyrimethamine, ça c'est la liste des acétamines pour le sensible. Et après, on a beaucoup qui ont en mutation 2, on a deux sortes de 2, 3 mutations ou même 4. En Asie, ça c'est fréquent, ça c'est fréquent aussi. Maintenant, malheureusement, celui-ci est très très fréquent aussi. Et point de vue de clinique, celui-ci, celui-là, c'est pas très 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 grave. Mais si on a le patient les parasites qui portent celui-ci, c'est beaucoup moins probable qu'on peut guérir avec pyrimethamine. Et si le parasite porte celui-là, c'est presque impossible. Donc, ça c'est plus ou moins simple.
encore, on peut utiliser la biologie moléculaire pour voir directement le génotype des parasites et on peut utiliser pour prédire si on doit utiliser quelque chose. C'est pas ça ne marche pas pour chaque malade parce qu'on a beaucoup des autres possibilités, comme vous avez dit, de système immunitaire, etc. Mais, point de vue de population, si on a beaucoup de parasites qui portent celui-ci ou même celui-là, on peut prédire plus ou moins directement que SP ne marche pas. Ça c'est Tanzanie et c'est le T21 de Kifis Mugitu. Et donc il a fait la biologie moléculaire de DHFR et DHPS pour voir si c'est la même chose partout. Et comme chloroquine à Cameroun, c'est bien variable. Celui-ci, à la nord-est, on a beaucoup qui portent le triple, les 3 mutations en DHFR et 2 mutations en DHPS. Mais ici, au bord du lac, c'est beaucoup moins. Au sud, moins. Au sud, pareil ici. Et donc, si on est le ministre de la Santé, on doit décider si c'est très important qu'on a la région qui est très résistante et on doit changer ou même on a les autres régions, plus grandes peut-être, qui ont resté sensibles. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Donc, on doit avoir les informations de cette densité ou plus pour tous les pays, vraiment, pour faire les décisions raisonnables. C'est la même chose, ça c'est Cambodge. Et donc, on a la région ici, le mercapone marche très bien, très sensible, mais à gauche, à bord de Thilan, on a beaucoup de résistance. Ça, c'est le point de vue de clinique. Et on n'avait pas le marqueur de génétique. Et donc, on a fait les comparaisons et ils ont vu que ces parasites ont, ça c'est la moyenne, à 2 copies ou 2,3 copies de PFMDR1, c'est ici. Et même dans la région sensible, c'est 1, plus ou moins. Donc, on a commencé à utiliser celui-ci, mais ça c'est beaucoup plus difficile à compter, tout ça. Les mutations, les SNPs sont plus ou moins simples à faire, mais le copy number c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un problème. Donc, si c'est difficile à faire les vraies études cliniques, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il est cas que les biologies moléculaires ou même les vitro peut prédire vraiment le résultat de la clinique? Et ça, c'est une question qu'on doit poser, mais ce n'est pas toujours très facile à répondre. Et c'est une autre raison que nous avons besoin, je crois, de cette collation de toutes les informations dans la même place. Parce qu'on peut utiliser vraiment la détection de toutes les possibilités pour voir s'ils sont les bonnes surrogates. Donc, ça c'est la même chose que vous avez vu. Et donc, c'est juste une question de demander si le mutant est bien corrélé avec le clinical failure, donc l'échec de clinique. Et donc, on peut voir en général si c'est très élevé, ça c'est beaucoup plus élevé aussi. Mais c'est facile à voir juste ici, c'est pas parfait. Hein? Donc, on doit avoir les autres possibilités pour voir vraiment.
Ça, c'est pour voir que si on a le surveillance pour 2 semaines, de correspondance entre le biologie moléculaire et l'échec clinique, c'est raisonnable, mais c'est pas fantastique. Mais quand même, si on peut suivre pour 4 semaines, c'est mieux. Et même beaucoup plus que ça, c'est un peu mieux, pas beaucoup. Et donc, ça c'est la prévalence de triple DHFR, doublé le DHPS. Et si c'est plus élevé, on a moins de chances qu'on peut vraiment guérir les patients. Donc, mais on n'a pas cette information pour les pays normalement. Tanzanie, c'est pas normal. C'est beaucoup mieux. So, on a les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est les informations de mon collègue Alexis Lazira et Eddie Mavero à Kilifi, au Kenya. Et donc, ils ont fait celui-ci, ça c'est l'échec clinique. Et on veut voir si on peut prédire pour avoir les informations avant le résultat clinique. Ça, c'est le travaux de Eddie. Il a fait le in vitro, pure methionine resistance, et on peut voir avant, quelques années avant l'échec de clinique, qu'on a vu la résistance a monté, la sensibilité a descendu très, très, très vite. Et donc, si ça peut être toujours le même lag, comment dit-on lag, différence de temps entre celui-ci et celui-là, si c'était toujours comme ça, on peut dire, je peux faire ça, et après je peux dire, après 4 ans, on peut toujours avoir ça. Et même avec la biologie moléculaire, on peut faire quelque chose de cette sorte, on peut voir le changement, et on peut prédire avant, utilisant celui-ci ou celui-là, ou peut-être tous les deux. Mais pour la plupart, on n'a pas les informations de cette sorte ou cette sorte c'est beaucoup plus fréquent, mais pour in vitro, c'est pas normal ces jours. Donc c'est encore quand on fait la raison pour faire le database, si on peut avoir ces informations de cette sorte pour les autres pays, on peut peut-être décider si c'est toujours la même différence c'est toujours 4 ans ou c'est plus court, plus long dans les autres situations, le niveau de transmission est très élevé ou très peu, on peut peut-être utiliser une formule pour prédire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est rare, mais ça diffuse très, très, très vite. L'échec des drogues, du point de vue de clinique, c'est la dernière chose. Et c'est ça qu'on doit voir aussi tôt que possible. Et on a quelque chose qu'on peut faire. On peut aussi voir si les parasites sont disparus un peu plus vite ou moins vite. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile et peut-être ça peut faire quelque chose avant de l'échec clinique. In vitro, on a discuté et l'allèle qui encode la résistance. So, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a vu Cameroun, c'est une bonne situation. Ça, c'est Côte d'Ivoire. On avait juste, c'est le website de Gates, de OMS, sorry. Et on a Abidjan, on a beaucoup de gens là, et un peu de résistance, et un autre, c'est préfecture à l'ouest. Mais pour les autres régions,
on ne sait jamais, on n'a pas les informations. Même c'est le 99. Et donc maintenant, c'est beaucoup des ans après, on n'a pas des informations de ce pays et beaucoup des autres. On espère que c'est un bon trajet, mais si c'est un bon trajet, on doit avoir les informations dans une place pour utiliser. Et ça, c'est aussi un problème. Quelque chose qui est bien connu, c'est pas toujours quelque chose qu'on peut agir. Et donc, ça, c'est les différences. Ça, c'est le même article de Chameau. La différence entre le résistance, on a vu la résistance et après on a changé. C'est très long. C'est trop long. Donc, nous étions toujours, on dit en anglais, play catch-up, on était toujours devant, en essayant d'attraper quelque chose. Et on doit faire quelque chose pour voir avant les problèmes, pas après. Donc, ça, c'est un site qui est très intéressant, Mapping Malaria Prevalence. Ça, c'est le URL, c'est le même URL. Et c'est une estimation de tous les paludismes, c'est Vivax aussi Plasmodium. Ça, c'est Plasmodium falciparum. Mais si on peut avoir quelque chose comme ça pour la résistance qui est beaucoup plus fine, ça peut être utilisable. Donc, on a beaucoup d'informations. J'ai parlé beaucoup à SP, chloroquine et methylquine, mais sont perdus presque. Methylquine peut-être pas, mais sûrement chloroquine et SP sont perdus. Donc, c'est très intéressant, on peut faire beaucoup. Mais maintenant, on a tous les autres drogues et on peut utiliser ces informations vieilles, pour voir, peut-être avoir la réponse de ces questions, ou la diffusion, comment la faisait, et quel marqueur qu'on a utilisé. Mais ça, c'était simple. Et maintenant, tout le monde sait qu'on doit changer, ou on a changé, ou est en train de changer à ACT. Et donc, c'est adapté. On a beaucoup discuté cette semaine. C'est pas vraiment fait. Mais quand même, ça, c'est l'idée. Et si on va faire quoi, on a beaucoup, beaucoup, sont tous avec quelque chose d'artemisinin, mais beaucoup des partenaires et tout ça sont tous différents, sont tous difficiles à voir, et pour toutes les choses, on n'a pas vraiment, on parle de celui-ci et celui-là, on n'a pas les marqueurs moléculaires qu'on peut utiliser. Et donc, on n'a pas beaucoup des outils pour faire les choses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver ces drogues? Donc, on a les outils, on a les sites qu'on peut utiliser. On a beaucoup des sites qui peuvent faire le reportage et qui font là. Et on a beaucoup de choses qui sont maintenant, on a le consortium de ITT, on a le ACT consortium, on a beaucoup qui sont en principe faisant les choses. Ils sont en train de collectionner les informations et tout ça.
mais nous devrions avoir quelques places pour faire ça, pour conserver et pour analyser en total. On a beaucoup de possibilités, Global Fund, ACTs, now PMI et tous les autres, mais ils ne sont pas coordonnés. Donc, c'est un grand problème. Donc, ça c'est l'idée, Anti-Malarial Network, un réseau, utilisant toutes les choses, les trois choses pour avoir les informations et informer les décisions de cliniques. On a ça c'était une question, c'était la question de drogue, de niveau du sang, et c'était bon. Et aussi, si c'était bon, et on a les parasites qui sont peut-être résistants, on doit faire l'analyse in vitro. Donc, si on fait l'analyse in vitro et la sensibilité est un peu élevée ou peut-être très élevée, on a quelque chose qu'on peut utiliser pour vraiment faire quelque chose de génétique. Le génome des parasites c'est plus ou moins petit comparé aux humains en tout cas, et donc on peut vraiment faire la comparaison des génomes entiers pour découvrir les gènes qui sont responsables à résistance. C'est pas difficile, même c'est pas très cher à faire, mais on doit avoir quelque chose qui est vraiment vérifié, qui est vraiment résistant. On doit avoir le phénotype très vérifié, et après on peut faire des comparaisons pour découvrir les gènes. Et même on espère faire ça. Donc, ça c'est de Fred Binker et Dan de Savigny. On a beaucoup d'informations, mais c'est pas organisé. Et on doit avoir même cette étape. Parce que sans la vraie évidence, on ne peut pas agir pour faire quelque chose. Donc c'est pour cette raison que nous proposons que le database doit être construit. Je crois que c'est ça. Non. Oui, c'est fini. Ok. Bon. Vous allez donner l'argent?